Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. On est ce soir en live sur la chaîne Twitch de PushStart pour une interview avec... Non, c'est l'autre côté. Voilà. Eric Chahi. Bonsoir. On est dans le cadre de la Métropole en jeu, qui est un événement des médiathèques de Montpellier et qui organise tout un tas de manifestations et d'expositions, etc. autour du jeu, notamment autour du jeu vidéo, avec une exposition autour du dernier jeu du studio Pixel Riff d'Eric, qui est Paper, dont on verra des images dans très peu de temps. Et on est bien sûr sur la toute nouvelle chaîne Twitch de PushStart, notre asso préféré de jeux vidéo dans le sud de la France. Du coup, Eric, je vais te laisser nous dire quelques mots pour commencer. Ok. Bonsoir à tous. Merci d'être venus. Là. On va pouvoir discuter, parler de jeux. Donc, il faut que je me présente, c'est ça? Ouais, okay. Parce que j'ai encore eu quelques étudiants qui ne te connaissaient pas. C'est vrai. Alors, on va remonter dans le temps. Donc, en fait, je suis créateur de jeux vidéo. J'ai commencé dans les années 80. Donc, du coup, pour l'intro, je me suis dit que ça serait rigolo de montrer des objets. Donc, voilà, ça, c'est mon premier jeu, là, Frog. C'était sur une cassette audio et c'était sur Auric. Donc, ça, c'était en 83. Le Pacte, ici, voilà. Et puis après, je suis passé sur des machines comme l'Amiga, donc ça c'était sur Amstrad, avec... Ah, ok, d'accord. Je sais plus. Les 30 dernières secondes, donc je parlais du Pacte qui était sur... que j'avais créé sur Amstrad. Ensuite, il y a eu la période Amiga, Atari, avec notamment Les Voyageurs du Temps. C'est la version anglaise, qui est donc... je me suis occupé de la partie graphique, et Paul Cuisset, le scénario et la programmation. Et puis, ensuite, Another World, voilà, qui est sorti en 91, sur Amiga, et puis sur plein de plateformes. Voilà. Et après, on arrive dans les années... 2000 avec From Dust. Ah non, pardon, j'oublie un truc super important, méga important, Art of Darkness, c'est juste... Voilà, dans les fins des années 90, et après, dans les années 2000, From Dust. Donc ça, c'était... Art of Darkness, c'était en équipe, From Dust aussi. Et ensuite, donc... Paper Beast, qu'on a donc créé en équipe dans mon studio, là, Pixel Riff. Donc ça, voilà, c'est un petit brossage des jeux et du parcours rapide. Il y a de vraies pièces de musée là dans ce que tu nous as montré. Ah ouais, carrément, ouais. Indiana Jones s'est pas passé chez toi pour les récupérer Non, ça va. Là, c'est... J'ai une version Amiga du jeu d'Another World encore. Tu as déjà été contacté par des musées ou des conservateurs qui cherchent à sauvegarder le patrimoine vidéoludique? Oui. Après, pour avoir des exemplaires originaux, non. Mais pour notamment, il y avait le MoMA à New York. Ouais. Voilà. Qui est exposé au MoMA, donc au musée d'art contemporain de New York, un très grand musée très très réputé. Voilà. Ça fait quoi d'ailleurs d'entrer au MoMA quand on est Eric Chahi, créateur de jeux vidéo? Déjà, c'est pas moi qui suis rentré, c'est Another World qui est rentré. Mais c'est super cool. Hein. En fait, je m'y attendais pas du tout et c'est vraiment... une super reconnaissance et ce qui est vraiment important, c'est qu'ils aient ouvert une section pour le jeu vidéo. C'est ça qui est vraiment le plus important.
comment ils sont venus vers toi, ces gens? Ils sont... Alors, je crois que j'ai été contacté par email, alors je ne sais plus par quel biais, mais voilà, c'était assez simple. D'accord, ok. C'est sympa. T'as un rapport fort à la culture. C'est super présent dans tes jeux. Tu fais partie des créateurs de jeux, des gens qui ont une signature quand ils travaillent. Euh, euh, mais toi, du coup, de ton côté, qu'est-ce qui t'inspire en fait? Qu'est-ce qui t'inspire dans l'art, dans la littérature, le cinéma? C'est quoi Alors, tes sources? bah, ça a évolué au fil des époques, des passions. Donc, j'ai quand même un rapport un lien assez fort avec tout ce qui touche à l'imaginaire et à la science-fiction, clairement. Ouais. Euh, T'as des exemples à nous ouais, donner bah, par exemple, bah, dans la littérature, bah, Dune m'a marqué, clairement. Le roman de Frank Herbert m'a vraiment marqué. Et mais il y a beaucoup d'auteurs qui me plaisent, qui explorent la réalité et une espèce de rupture, de brouillage de la réalité. Donc des auteurs comme Christopher Priest, donc, qui a écrit le monde inverti et futur intérieur, par exemple. Ou un auteur comme Greg Egan avec La Cité des Permutants, sur réflexion sur la notion de réalité, le virtuel, enfin voilà. Puis après, bon, des auteurs comme Dan Simmons, euh, Stephen Baxter, qui voilà, là c'est un monument de la SF, notamment sa trilogie des univers multiples. Et puis voilà, et puis après, ouais, bah, ça peut être des auteurs comme Alain Damasio, Laurent Genefort, donc Alain Damasio avec La Horde du Contrevent, les Furtifs plus récemment. Et Laurent Genefort, j'aime beaucoup ses univers et tous les écosystèmes qu'il a pu créer. Il adore explorer des imaginaires, bâtir des mondes en fait sur différentes planètes, notamment Spire, pardon. Non, Spire, pardon, je suis désolé. Spire, je comprends. Et enfin voilà, je le recommande. Et puis dans le cinéma, ouais, c'est pareil, il y a ce brouillage de la réalité. Des auteurs comme David Lynch, enfin, c'est vraiment une grosse référence. C'est ma grosse référence. Ou Satoshi Kon, donc avec une œuvre comme Paprika, qui a laissé une belle empreinte sur moi et qui s'exprime aussi dans Paper Beast. Voilà, il y a une chouette résonance. La littérature japonaise, justement, genre, ça me fait penser un petit peu tes univers, ce qu'on pourrait... Murakami ou ce genre d'auteur-là, c'est un auteur ou tu parles d'un artiste? Ouais, c'est un auteur. Ok, parce que je crois qu'il y a un peintre aussi. Il y a plusieurs auteurs. Hein. Je crois qu'il y a Ryu, non, mais alors je connais la littérature japonaise. Haruki, c'est des univers qui sont assez proches des espèces de mondes parallèles, pareil, des trucs un petit peu oniriques comme ça qui sont assez. C'est beau, bref. Et non, je n'ai pas lu de littérature japonaise, à part au travers des mangas, mais en littérature pure, non. En manga, t'as des trucs oui, c'est assez classique, hein, c'est Akira d'Otomo, Dragon Ball d'Akira Toriyama, voilà, bon. J'adore. Hein, voilà. Tu as passé une partie de ton adolescence dans les années 80. Ouais, c'est ça.
Et du coup, parallèlement à ça, c'est-à-dire parallèlement à toutes ces œuvres qui un petit peu nourrissent tes créations, est-ce qu'il y a aussi des personnes qui t'inspirent ou des sortes de role models qu'on pourrait qui t'ont justement qui t'ont tiré vers l'avant dans cette création de jeu? Je sais pas. En fait, ce sont surtout les œuvres qui me... Ouais. Et puis après, bon, en dehors des œuvres, il y a tout ce qui peut... Il y a notre monde, la nature, tout ça, mais ça, c'est autre chose encore. Mais oui, je suis pas sûr d'avoir un référent... En tout cas, tu l'es pour beaucoup de gens, je pense. Du coup, c'est aussi assez intéressant de se retrouver dans cette position d'ouvrir la voie, je pense, dans la création. Qu'est-ce que ça te provoque? Je sais pas, tu t'attendais à ça? Non. Non, pas du tout. Mais je ne sais pas quoi dire. Bah, du coup, voilà, on a une petite vidéo qui nous présente différentes œuvres. Donc Another World, je pense qu'après on verra, c'est de Peter Et du coup, retour dans les années 80. Donc c'est les années 80. C'est 90. 90, ouais, c'est ce que j'allais dire, 90. C'est assez dingue l'impact que ce jeu a eu sur tout le monde. Oui, c'est sur moi aussi. Hein, c'était vraiment un tournant, ce jeu, dans les créations. Tu t'en es rendu compte à l'époque que ça allait prendre cette ampleur-là? Ou tu as vu venir le truc? Non, pas du tout. Je savais juste que c'était différent de ce qui existait, mais après, sur l'impact, je n'avais pas idée de jusqu'où ça pourrait aller. Il y a chez toi, entre guillemets, tu as vraiment cette vie d'artiste quelque part qui est celle de créateur de jeux vidéo, mais pourquoi justement le jeu vidéo? Pourquoi est-ce que tu t'es pas mis à peindre ou à mais c'est le cas. En fait, à un moment, je voulais devenir illustrateur, donc j'ai peint beaucoup. D'ailleurs, l'illustration de Another World, c'est la version. Voilà, je m'étais occupé de l'illustration de Another World. Je voulais même devenir illustrateur à un moment. Mais bon, le jeu vidéo m'a toujours rappelé. C'est comme un phare à l'horizon que je ne peux oublier. Et je crois que c'est parce que Je crois que c'est sa nature vivante et autonome qui me plaît beaucoup. Dire que c'est quelque chose qui est vivant entre les mains de quelqu'un, sans que je sois là, je trouve ça fascinant. Pas comme le cinéma, par exemple, parce que c'est des vecteurs d'expérience super fortes aussi, le cinéma, mais toi, ça a toujours été l'interaction, en fait. Le truc qui te tient accroché à la création, c'est ça, quoi. Ouais, finalement, le jeu vidéo est à la croisée de pas mal de choses. Hein. J'aime beaucoup le cinéma aussi, mais en fait, en créant des jeux, je sais pas, j'ai une sensation d'être un peu dans les. Il y a un côté pionnier, c'est nouveau, donc c'est vraiment cette sensation d'explorer des nouveaux territoires, et je trouve que c'est plus facile à faire dans le jeu vidéo qu'ailleurs, j'ai l'impression. Mais c'est vrai que ce qui me fascine vraiment, c'est cette interaction et ce que ça peut apporter. En fait, ce que ça peut apporter, c'est qu'on peut on peut explorer des choses différemment avec ce médium artistique. On peut s'amuser avec les règles d'un système et en explorer plusieurs facettes. En fait, un joueur va vivre et explorer plusieurs choses, et ça peut être vraiment sur des thématiques
des types de jeux très différents. Ça peut être très systémique. On peut avoir des jeux, voilà, à la SimCity, des aventures. On va explorer différentes facettes d'une histoire. Et c'est cette dimension exploratoire qui est assez géniale. Et en fait, juste pour... pardon, je finis. Non, mais je te laisse partir dans des grands envolées. Juste deux trucs, c'est que en fait, ça pourrait se rapprocher, par exemple, du cinéma ou du théâtre ou d'un roman, mais c'est hybride entre l'œuvre finale et l'activité créatrice d'univers, parce que le joueur va participer à cet univers, et donc il va apporter de lui dans l'univers. Finalement, il y a une forme d'un petit peu de lâcher prise dans le fait que ton œuvre, elle est dans les mains des joueurs. C'est ça. C'est un peu c'est ça. Qui c'est un peu comme si à leur manière. C'était c'est comme si c'était un metteur en quelqu'un qui, voilà, c'est la mise en scène, c'est le programme est metteur en scène, mais en fait, il représente l'équipe de création, les auteurs, mais c'est par procuration, c'est-à-dire que c'est autonome. Et donc le joueur suit un peu la direction donnée par ce metteur en scène virtuel, en quelque sorte. Oui, puis il crée sa propre expérience. Oui. Du coup, je comprends bien la fascination pour Lynch, qui est un petit peu dans cette idée aussi que finalement, le spectateur va faire son propre montage à la fin. Il va avoir son expérience individuelle du film, qui ne sera pas la même que celle de son voisin. C'est ça. Ouais, c'est super. Alors, je ne sais pas pour les questions, est-ce qu'on répond au fur et à mesure, parce que je vois qu'il y a des questions qui pop dessus. On va en sélectionner quelques-unes. Juste pour finir sur ce thème, je voulais savoir c'était quoi ton lien avec les joueurs, en fait. Joueurs et les joueuses. C'est quoi ce qui te rattache à eux, ce qui te lie à eux, comment tu écoutes ce qu'ils te disent, parce que finalement faire des jeux c'est quand même principalement pour les gens qui y jouent. Oui. Et c'est quoi ton lien finalement avec toutes les personnes qui font tes expériences? Je ne sais pas si je vais réussir à répondre à cette question. Le lien... En fait, je ne sais pas précisément ce que ressentiront les joueurs et les joueuses finalement, parce que je ne suis pas avec ces personnes quand elles jouent. Dans le processus de création, tu as les playtests, tu as les avis, tu as les trucs. Oui, il y a les playtests. Ça, c'est très important. Et en fait, du coup, les playtests, c'est vraiment pour comprendre ce qui est compris et surtout ce qui n'est pas compris par les joueurs. La fonction plutôt qu'au ressenti, finalement. Et le ressenti, c'est... justement, le ressenti, c'est à mon niveau. C'est-à-dire que j'essaye toujours de percevoir ce que je ressens avec les œuvres que je crée, ou même celles des autres aussi, hein, d'ailleurs. Mais c'est cette écoute-là, c'est une espèce de résonance. Et je me dis que si je ressens des choses, il y a des chances pour que d'autres les ressentent aussi. Mais il n'y a jamais cette certitude. C'est là où les playtests et les retours des joueurs c'est vraiment important, joueurs et joueuses. Alors, si tu veux, on peut prendre quelques questions du chat pour faire un petit intermède. Donc, on a The Sorcerer, je pense que c'est Simon, qui nous demande, est-ce que tu es tenté par une expérience VR dans Another World? Alors, est-ce qu'on pourrait retourner dans Another World en VR pour aller
Oui, tout est, tout est possible. Après, tenter, ouais, je sais pas. Là, c'est- c'est- mes plans futurs sont encore flous. Donc, Exclu ce soir. Mais ça te tenterait finalement de retourner sur une de tes expériences parce qu'en fait, à chaque fois que tu crées un jeu, tu crées un univers, tu crées un monde presque qui a sa propre vie. Et mhm. tu t'es jamais demandé, genre, tiens, qu'est-ce qui se passerait si 15 ans plus tard, on retournait dans cet univers-là, dans ce Si, monde-là ça m'est déjà arrivé d'y penser, mais je sais pas. Je préfère toujours créer des nouvelles choses. Après, Ouais. c'est intéressant aussi d'approfondir un univers. Euh, on me demande aussi des illustrateurs de science-fiction qui t'inspirent, comme Jean-Pierre Normand, Mobius, Ouais, Wojciech Wojciech Sumac. Sumac. Oui, oui, Ouais. alors, Jean-Pierre Normand, je ne le connais pas, mais Mobius, bien sûr, ouais, c'est forte inspiration. Wojciech Sumac aussi, j'ai beaucoup aimé. Il y avait une super exposition dans les fins des années 80. Je l'avais même rencontré à l'époque au palais de Tokyo. Et c'était super. Et parmi les illustrateurs SF que j'apprécie, il y a Richard Corben. Richard Corben, donc un illustrateur et auteur de comics un peu underground. Et en fait, son univers a une influence sur Another World. Voilà. Et puis voilà, Bernie Wrightson aussi. J'adore cet illustrateur. C'est un peu les illustrateurs voilà, des années Euh, 80-90. humanoïdes associés, ce genre Ouais. de. Ouais. Mm. Alors, on me pose une question sur l'épisode anniversaire de Heart of Darkness, mais j'imagine que tout à l'heure, on a un petit peu répondu à cette question, dans le sens où, pour l'instant, tu es plutôt défricher de nouveaux territoires que retourner euh, dans des univers que tu avais créés. Et alors, une question intéressante, c'est quel jeu, toujours posé par Cyranos, qui nous demande quel est le dernier jeu qu'elle t'a joué et qu'est-ce qui t'a marqué. Et euh, Alors vraiment, le tout dernier jeu auquel j'ai joué, c'est Sound Self. Enfin, c'est pas vraiment un jeu en fait. C'est alors c'est en VR. C'est plutôt une une expérience de relaxation sonore. En fait, on s'allonge sur le sol et on se relaxe et on pousse un son avec sa voix et le son, il est capté, il est réinjecté dans le programme et puis on voit, voilà, il y a des images un peu psychédéliques et tout. Et c'est super, super apaisant. Voilà, donc ça, c'est ma dernière expérience. c'est le projet Ça- parfait pour une fin de prod, c'est ça? Enfin, le jeu parfait pour une fin de production, pour se détendre. Voilà. Euh, de, Sinon, de- en jeu récemment, ouais, Carrion, donc un jeu où on incarne un alien qui est emprisonné dans un labo. Donc les rôles sont inversés. Ça, c'est très très sympa. J'aime beaucoup. un morceau de viande tentaculaire, je dirais. Ouais. Et voilà. Enfin. Mais c'est vrai que tu fais partie des pionniers du milieu du jeu vidéo. Ça fait plus de 30 ans donc que tu es là-dedans. Comment tu vois évoluer les choses? Parce qu'en fait, finalement, on n'est pas tant que ça à avoir été là dès le début et puis voir bouger les choses tout autour de soi. À quoi tu joues? Comment tu vas chercher tes jeux? Qu'est-ce que finalement, c'est quoi qui te depuis 30 ans, c'est assez étonnant de voir finalement comment ça évolue. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? euh, alors, l'évolution en fait, du secteur aussi bien au niveau de enfin, comment on était structuré, tout ça, comment ça Ouais, se ouais, passait. et puis maintenant, les jeux qui sortent aujourd'hui, les jeux qui sortent, enfin, voilà, qu'est-ce que tu vas chercher dans ce milieu encore aujourd'hui qui t'intéresse toujours autant? Euh, alors, il y a
il y a les jeux, il y a le contenu, enfin, il y a les jeux en eux-mêmes et il y a ceux qui créent les jeux. Donc, au niveau des jeux, quand j'ai commencé, j'étais très, très arcade en fait. J'adorais les jeux d'arcade. Mais dès que la micro-informatique est arrivée, j'ai vraiment élargi mon spectre d'intérêt, à la fois sur les jeux d'aventure, et même des jeux de simulation. Je me rappelle du premier Flight Simulator, c'était juste... bon, c'était très sommaire hein, visuellement. C'était très plat, mais c'était incroyable. Mais voilà, ouais, on pouvait se projeter sur 3 pixels et 4 lignes. Hmm. Est-ce que tu rêvais Ce que je vois, c'est qu'il y déjà a quand même... Enfin, ce qui est assez constant, c'est que finalement, au niveau de ce qui est créé, il y a beaucoup de jeux qui vont imiter les autres jeux. Et donc, il y aura une évolution voilà, sur un certain style de jeu. Et puis, il y a des moments de rupture avec voilà, il y a Wolfenstein qui débarque, c'est le début des FPS. Voilà. Après, il y a des jeux d'aventure texte dans les années 90, voilà, enfin, plutôt 80 même, les années 80. Donc, c'est des styles de jeux qui sont apparus, et puis, ensuite, ça gravite autour de ces jeux qui deviennent des succès. Mais ce que je trouve cool, c'est que finalement, au fil des années, il y a pas... Bon, il y a eu des périodes un peu creuses, mais on retrouve aujourd'hui encore tous ces genres-là, et ça peut même devenir un peu niche, mais il y a de plus en plus de diversité, je trouve, dans le jeu vidéo. et déjà, je sais pas, il y a 20 ans, quand toi, tu étais vraiment au cœur du truc, tu voyais les choses évoluer dans cette direction-là, ou tu anticipais tu rêvais déjà tout ça, j'aimerais dire. Non, 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 là, par Non. exemple, la 3D, pour moi, la 3D temps réel, c'était un truc impossible à une époque. Donc, euh, j'ai pas une vision, je vois pas super loin sur le futur technologique du jeu vidéo. Voilà. Malgré le fait que dans chacun de tes jeux, on a quand même cette brique technologique qui vient bouleverser un petit peu Oui, oui, mais par rapport à par rapport à l'existant. Mais Hmm. j'arriverai pas à me projeter sur des nouvelles technologies. Enfin, c'est pas quelque chose que je ferai facilement. Mais après, sur la partie, on va dire, développement, euh, bon, il y a des choses. Enfin, en fait, dans les années 80, ça s'est structuré. Enfin, c'était très vraiment super indé, aussi bien au niveau des développeurs que des éditeurs. C'était vraiment des boutiques qui se sont dit, ah, tiens, on en vend des jeux, mais ce serait pas mal si on pouvait les éditer, les diffuser. Donc, ils sont devenus des éditeurs. Et puis, ça s'est structuré. Et, ce qui est assez fascinant, c'est que au fil des décennies, euh, en fait, c'était très... Au début, c'était très... Enfin, l'industrie s'est structurée, c'était assez compartimenté entre les différents domaines de compétences, les développeurs, les éditeurs. Et aujourd'hui, ça s'est un peu lissé, c'est-à-dire que il y a les développeurs peuvent être éditeurs aussi. Donc tout est un Ouais. peu flou, c'est beaucoup plus mouvant, et même les joueurs créent du contenu, donc la frontière entre développeurs, joueurs, elle commence à se brouiller aussi. Enfin, ça c'est... C'est plutôt des bonnes choses, entre guillemets, Oui, oui, oui. c'est cette variété qui commence à naître. Euh, Tiens, j'ai une question de Dars Fakinus, je pense que c'est Gilles qui se cache derrière ce pseudo, qui nous demande tu n'enchaînes pas les projets de jeux vidéo à un rythme effréné, qu'est-ce qui te pousse à te lancer dans une nouvelle aventure et succès, enfin bref, est-ce que tu as des nouveaux projets en vue? Alors, j'ai pas de nouveaux projets précis en vue, mais j'ai envie de créer un nouveau projet, je sais pas, à horizon pas trop loin quand même. Horizon pas trop loin. Non, mais à Et échelle un an, on va dire, voilà. ouais. Parce que... Mais le truc, c'est que
en fait, les cycles de développement ont été assez longs sur les 3 dernières productions. Je ne souhaite pas que ce soit aussi long en soi. Donc, mais plus c'est long, plus il faut après il faut le digérer parce que ça demande beaucoup d'énergie. Il y a un déclic qui fait que tu te lances à chaque fois. Il y a une idée, un truc qui est au cœur, ou c'est plus une confluence de plein de facteurs. On parlait tout à l'heure d'une brique technologique, d'idées, de voyage, de culture, et tous ces trucs-là qui à un moment rassemblés ensemble vont faire naître chez toi une idée de jeu, ou au contraire c'est plus vraiment un truc qui à un moment dit paf, j'ai la flamme et c'est parti. Ça dépend des périodes. J'ai besoin d'un temps de gestation, ça c'est sûr, parce qu'en fait des idées, des concepts, j'en ai plusieurs. Je les marque dans des carnets, mais voilà, avec une idée, des fois ça suffit pas. Enfin, ou alors c'est juste une idée, mais il n'y a pas l'univers, ou voilà. Donc, il faut que ça mûrisse un peu. Mais il faut que j'ai l'intime conviction que je vais communiquer quelque chose de vraiment cool aux explorateurs, aux joueurs de ces univers. Hein, c'est parce que c'est Cette intime conviction, elle vient de toi ou tu as des gens autour de toi aussi qui vont participer à ce processus de création bah, c'est plus un ressenti. Ça peut être basé sur un ressenti, une intuition par rapport à une techno ou sur une thématique. Puis ça peut être des envies aussi sur. Mais le problème, c'est que des fois, c'est un peu flou parce que comme je travaille beaucoup sur le ressenti et que je suis pas quelqu'un forcément d'un naturel hyper bavard. Donc, en gros, des fois, je vais avoir une image ou une envie de communiquer quelque chose, mais c'est pas forcément directement sous forme de mots. Enfin, ça va demander un effort pour que ce soit sous forme de mots, par exemple. Donc, et puis des fois, c'est pas des mots en fait, c'est juste. Après, c'est dans les interactions. Enfin, c'est ça. Et il y a une part de découverte aussi. En fait, ce que j'aime pas, c'est dérouler tout un truc énorme d'un coup. Ça, je préfère partir sur une intuition, une envie assez précise, mais qui sera plus un thème. Et ensuite, en prototypant, voir, ça permet de dérouler un fil et puis de trouver des choses intéressantes. Est-ce que tu veux aller voir de nouvelles questions dans le chat? Je pense que tu es. Alors, oui, il y a plein de questions. Alors, On en a déjà déroulé pas mal. Je pense qu'on est. est-ce qu'il y a d'autres partenariats avec Ubisoft de prévu? Non. Mais merci, ouais, From Dust, merci, ça fait plaisir. Il y a quelques questions autour du succès. D'ailleurs, tu as eu un Pégase il n'y a pas longtemps, un Pégase pour l'ensemble de ton œuvre et puis aussi pour Paper Beast. Le succès, c'est quelque chose que tu gères comment d'ailleurs? Faisant partie des pionniers du jeu vidéo français, Eric Chahi a débuté sa carrière dans les années 80 avant de réaliser. Je sais pas moi. Est-ce que ça te met une certaine pression quand tu sors un nouveau jeu, tu appréhendes le truc L'appréhension, elle n'est pas par rapport au succès. Hein. Quand on sort un jeu, il y a toujours une appréhension. Enfin, même au-delà est-ce que le jeu va être compris comme on peut l'espérer
Mais le succès, ouais, enfin, je sais pas, enfin, je me pose pas trop la question par rapport au succès. Après, c'est vrai que ça peut mettre un peu la pression quand même, parce que comme les gens se réfèrent par rapport à ce qui a déjà été fait, et puis, enfin, il peut y avoir une attente, et donc, il peut y avoir une D'ailleurs, appréhension de ne pas décevoir, quoi. Ouais. ouais, je remarque que tu n'as pas la petite statuette sur ton étagère derrière. Ah non, mais c'est un peu plus loin, mais... C'est un moment qui était important pour toi, entre guillemets, cette remise de prix. Je sais pas, ça doit faire bizarre. Hein. Bah, oui, oui, oui. Non, mais je suis un peu... Oui, oui, oui. Je suis pas à l'aise spécialement pour en parler, parce que ça... Évidemment, ça m'a fait vraiment super plaisir. C'est une magnifique reconnaissance. Bah, ton discours était extrêmement émouvant. Je pense qu'on a tous eu la petite larme à l'œil. Mais on sent beaucoup de sincérité dans ta démarche, en fait, surtout. Je pense que ça se retranscrit à la fois dans ce que tu crées et dans ce genre de moments. Ah, c'est-à-dire que, enfin, si on se rapporte à ce qu'on est sur Terre, voilà, finalement, bon, nous sommes des êtres humains, on vit sur une planète, dans un système solaire, voilà, dans une galaxie parmi d'autres millions de galaxies, et du coup, bah, on fait des trucs cool, on essaye de vivre bien, et c'est pour ça que le succès, bah, c'est tout relatif, quoi. Donc, je me prends pas la tête par rapport à ça. C'est une bonne philosophie. Et du coup, alors, là, il y a une question qui est intéressante. Je pense qu'il y a pas mal d'étudiants, à mon avis, dans le chat. Que conseilles-tu à quelqu'un qui se lance dans cette vie ou cette carrière dans le jeu vidéo qu'est-ce que tu pourrais dire à cette personne? Eh ben, de créer le plus tôt possible. C'est-à-dire, même si ça peut être des jeux super minimalistes, super simples, mais d'essayer de créer d'entrée de jeu. Et puis de participer à des game jams, ça peut être vraiment très formateur. Après, voilà, donc il y a des écoles de jeux vidéo, il y a beaucoup de choses que l'on peut apprendre par soi-même grâce au net. Il y a beaucoup de ressources, mais ça doit venir de soi, quoi. Faut se dire, bah, j'ai envie de finaliser un jeu, donc moi je sais pas tout faire, je sais faire ça, ça, ça. Ok, je m'associe avec une, deux, trois personnes où donc les profils vont se compléter. Mais voilà, j'ai pas trop de conseils, en fait. C'est vraiment, voilà, c'est le plus important, c'est de commencer à mettre les mains dans le cambouis pour appréhender la matière interactive. Et du coup, tu as déjà eu cette démarche d'aller faire des conférences ou faire des masterclass ou ce genre de démarche-là avec des étudiants? Alors, j'en ai fait un peu. Après, c'est pas forcément... je sais pas si c'est le domaine où je suis le plus à l'aise, mais j'en ai déjà fait. Ouais. Ouais, après, c'est les goûts, les couleurs. Tout le monde. Ouais, mais je pense que comme tu crées des choses uniques, à mon avis, tu dois quand même avoir une transmission de tout ça envers des gens qui débutent leur carrière qui doit être assez exceptionnelle, finalement. Alors, je vois quelques questions. Qu'est-ce que tu penses des écoles privées de jeux vidéo? Alors, j'ai pas d'avis parce que je ne suis pas dans ces écoles.
Montpellier. Ça, c'est une question que je voulais te poser aussi. Pourquoi Montpellier? Alors depuis From Dust, même, je sais pas si tu étais là Oui, avant. puis From Dust, c'est ça. From Dust. C'est Et du coup, justement t'es resté? oui, c'est ça, parce que il y a eu ce partenariat avec Ubisoft pour créer un jeu. Donc, Ubisoft m'avait proposé de choisir. Me disait, mais ça pourrait être à Paris ou à Montpellier ou peut-être même à Montréal. Et j'avais plus envie d'aller à Montpellier, le sud tirait plus. Voilà, et puis je me plais dans la région et finalement finalement il y a beaucoup de studios aujourd'hui à Montpellier, donc c'est très D'ailleurs, vivant. tu es colocataire de la Bakery. Exactement, ouais, on est coloc avec les Game Bakers. C'est un climat, toi, qui te va bien, entre guillemets, d'être un peu au milieu de cette émulation, parce que, mine de rien, quand même, dans le coin, il y a beaucoup de personnes très talentueuses qui font du jeu vidéo. C'est quelque chose qui, toi, te stimule ou, Oui. En fait, être en contact avec d'autres devs, je trouve ça cool. Des fois, je suis un peu en mode bathyscaphe, surtout quand on est vraiment en fin de prod. Là, mais justement, c'était super cool de partager les lieux avec les Game Bakers, parce que forcément, on se croise, on discute, même quand on est dans le rush. Et à une époque, donc j'allais souvent au MUG, Montpellier Unity User Group, et c'est vrai que c'était génial de rencontrer tous les passionnés et toutes les passionnées de jeux vidéo. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a d'autres questions? On demande si c'est la même version PC PS4 sur Paper Beast. C'est vrai qu'on n'a pas eu trop de questions sur Paper, on n'a pas trop évoqué Paper Beast. On a fait ensemble une précédente interview pour les médiathèques où ça a beaucoup tourné autour de Paper Beast. Là, c'est vrai qu'on aborde un petit peu moins le C'est sujet. vrai. Bon, on en avait déjà parlé, donc c'est vrai que après, c'est peut-être... On vous renvoie vers la vidéo YouTube sur les médiathèques de Montpellier pour avoir pas mal de choses sur Paper Beast. Alors, sinon, je peux répondre rapidement à quelques questions. Vas-y. Alors, sur Magnéterme, es-tu susceptible de prendre des stagiaires dans ton studio? Alors, pour l'instant, sur le moyen terme, oui, à échelle 2 ans, ça peut s'envisager. Là, tout de suite, non, parce que c'est entre 2 projets, et donc ça n'aurait pas de sens. Mais... vous en avez recruté des gens en stage dans vos productions, ou c'est oui, quelque chose parce que je sais qu'il y a oui, tout à fait, oui. Il y a plusieurs écoles, on va dire. Je sais qu'il y a des studios qui recrutent très peu de stagiaires et d'autres, au contraire, qui en recrutent un peu plus. Oui, là, c'était un peu... C'était mix. On a eu 2 stagiaires. Ouais. Et qu'on a... Voilà, puis qu'on a finalement... qui sont plus restés... Qui sont plus devenus stagiaires. Ils ont été embauchés et tout. Voilà. Alors, il y avait plusieurs questions de quelle était ta création préférée? C'est un peu choisir entre papa ou maman. Quel est ton jeu préféré, lequel tu garderais? Et un peu dans la même veine... Si je devais garder qu'un jeu, c'est ça? De tous les jeux que j'ai connus, joués... Et un peu dans la même veine, il me demande qu'est-ce que tu réadapterais si tu en avais l'occasion dans tes jeux? Ok. Il y a un jeu que j'adore, c'est Katamari Damacy, de Keita Takahashi, et je trouve que l'univers, je trouve l'univers génial, la mécanique de jeu, on roule une boule et puis on agglutine tout ce qu'il y a.
Tu as quelque chose qui s'est décroché du mur. Ouais, c'est pas grave. Ouais, j'adore vraiment ce jeu. Voilà, bon, en fait, je donne ce jeu parce que je peux bien en donner qu'un. Alors, Mais je sinon, t'explique, quel jeu je réadapterais? Je sais pas. Hmm. Pour pour explorer son univers, peut-être Another World quand même, malgré tout. Ouais. Ouais. On me demande si tu commençais ta carrière maintenant, qu'est-ce que tu ferais pour rentrer dans le monde du jeu vidéo? Ah, ça c'est terrible comme question. Parce que j'ai eu un parcours tellement bizarroïde autour du jeu vidéo. En fait, quand j'ai voulu créer des jeux vidéo, je suis allé dans une seconde technique pour faire de l'électronique, alors qu'en fait, il y avait déjà des cursus en informatique. On aurait pu me diriger par là, ce qui aurait été un bon choix. Et aujourd'hui, alors admettons que je sois étudiant, je sais. Bah, je pense que j'irais dans une école de jeux vidéo, c'est sûr. Ouais, je pense que ce serait. Mais probablement, très probablement que je créerais des jeux déjà à la maison avec des moteurs existants, ça c'est sûr. En fait, ne comptez pas sur une école de jeux vidéo pour tout apprendre. Commencez par apprendre par vous-même. C'est pas, je dis pas ça pour dire que, attention, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Les écoles de jeux vidéo, je pense que c'est très cool. Mais comme pour tout, ça vient de soi. La motivation vient de Ouais. soi à la base et c'est ce qui fait avancer, quoi. Qu'est-ce qu'on nous demande encore? Est-ce que tu passerais par un éditeur si tu devais sortir ton premier jeu? Ben, peut-être. En fait, ça dépend. Parce que c'est quand même intéressant de passer par un éditeur au niveau de la communication, au niveau du suivi. Enfin, c'est vrai que c'est facile de s'auto-éditer. Après, pour être bien mis en avant, c'est pas forcément évident. Donc, bon, oui. Ça peut dépendre du type de jeu. Je sais pas trop, en fait. Je vais avoir du mal à répondre précisément à cette question. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans l'évolution du jeu vidéo en tant que joueur ou développeur? Qu'est-ce qui t'a... C'est le passage à la 3D. Ça, c'était vraiment une grosse rupture technologique. Ça a été un peu difficile, j'ai l'impression, cette période entre la 2D et la 3D. Il y a eu beaucoup de recherches, beaucoup de tâtonnements, avec parfois des trucs vraiment très, très chouettes et parfois des trucs moins réussis. T'as pris tout de suite ce virage. Qu'est-ce qui qu'est-ce que ça a En fait, provoqué pour ce passage, voilà, l'arrivée de la 3D, ça s'est fait sur la fin de Heart of Darkness. Et en fait, après Heart of Darkness, c'est là où j'ai pris un gros break. Donc tout le développement des jeux en 3D, l'avènement des jeux 3D s'est fait pendant ma phase on va dire, de distanciation par rapport aux jeux vidéo. Donc, mais sur Heart of Darkness, on commençait déjà on avait créé des scènes, enfin tous les paysages étaient en 3D. Mais c'est vraiment la 3D temps réel qui a été vraiment la grosse rupture tech sur la façon de créer les jeux. C'est devenu beaucoup plus technique en fait que ça ne l'était. Je crois qu'on arrive vers la fin de ce live. Du coup, peut-être on va prendre une dernière question et puis après je conclurai la rencontre.
tiens, quelles sont les meilleures qualités à avoir en tant que développeur de jeux vidéo? C'est le développeur. Développeur en général, hein, tous corps ok. de métier confondus. Hein. Eh bien, je dirais que c'est l'écoute, c'est-à-dire savoir écouter ce qu'on ressent, soit, et aussi écouter les autres avec qui on travaille, voir comment, comment ils comprennent. En fait, ça, c'est pour se mettre en face, quoi, sur un univers, c'est important. Donc, et voilà, et puis c'est expérimenter, élargir son horizon au-delà du jeu vidéo aussi, se nourrir d'autres domaines que le jeu vidéo. Après, il y a beaucoup d'autres choses où je pense qu'on pourrait rentrer plus dans le détail, mais ouais, c'est... Est-ce que tu as un petit mot de conclusion pour tous les gens qui nous ont écoutés aujourd'hui? Merci beaucoup d'être venu. Déjà, j'ai l'impression que j'ai pas répondu à toutes les questions et donc je suis désolé par rapport à ça. Mais je crois qu'il y a pas mal d'étudiants dans le chat, peut-être des étudiants de Montpellier, donc il y a peut-être moyen d'organiser une rencontre en présentiel pour continuer la discussion. Voilà. Je pense qu'ils seront ravis, ouais. Moi, je vois des oui. Ok. Et puis, voilà, mais merci. Voilà. Je n'ai pas... Je sais pas, Adrien, si tu veux ajouter quelque chose de ton côté. Courgette, voilà. Non, tout d'abord, grand merci à Bart et donc la chaîne Twitch qui se lance, là, qui débute, on va dire. Je vais faire un petit tour rapide d'actu autour de PushStart. Il y a bien sûr tout ce que fait l'association au quotidien pour le jeu vidéo dans la région. On a parlé notamment d'un incubateur qui va aider et qui a déjà commencé en fait et qui aide les nouveaux studios à se lancer, donc à structurer leur entreprise, à rencontrer les bonnes personnes et à être entre guillemets guidé dans les premiers pas qui sont souvent les plus difficiles quand on se lance dans un studio de jeux vidéo. Que fait PushStart encore? La chaîne Twitch, on en a parlé, mais il y a d'autres trucs. Moi, je vous encourage, entre guillemets, à tout simplement rejoindre le Discord, vous intéresser à l'association, adhérer, et puis proposer des événements, proposer des choses. C'est quand même... on en parlait beaucoup là, mais c'est quand même aussi un bon point d'entrée dans le monde du jeu vidéo que de soutenir des clusters comme ça. Notamment si vous, par exemple, si vous voulez vous investir sur la chaîne Twitch, à mon avis, ils sont preneurs de bonne volonté et de bénévoles pour faire marcher et vivre cette chaîne. Donc allez-y, je vous encourage à y aller. Donc on peut parler également de Métropole en jeu, de la ville de Montpellier. Voilà, cet événement qui se tient, je regarde les dates, 100% numérique du 3 au 17 avril. Donc vous avez le site de la médiathèque avec pas mal d'événements, pas mal de rencontres et pas mal d'expositions, de choses qui sont autour du jeu à Montpellier. Et puis je pense qu'on a fait le tour de ce que vous voulez dire. Alors, j'ai un grand merci à la régie, donc Abdelkader, qui a mis en place toute la technique autour de cette rencontre. Et alors, qu'est-ce qu'il me dit et bien évidemment, alors, j'avais pas l'oublier, merci Eric, merci Eric d'être venu et d'avoir échangé, avec tous les viewers autour
autour de ton univers, hein, finalement. C'était un plaisir, sachant que les univers, je ne les créais pas tout seul, hein, donc je tiens Oui, merci merci. à l'équipe, toute l'équipe de Pixel Riff. Paper Beast aussi. Voilà. Et Pixel Riff, ton studio, bien sûr, dont on attend bientôt les nouvelles aventures, disons, vu qu'elles sont, comme tu nous l'as dit, en gestation. et voilà, on attend de tes nouvelles. Merci beaucoup. Passez à tous une très bonne soirée. Et puis, merci à tous. On se dit Et, à bientôt. là, je parcourais vos commentaires. Merci, hein, c'est vraiment gentil. Ciao. Au revoir. Au revoir. Alors là, on va voir juste là un petit